وين كاين la discussion. دوكا on va passer au troisième speaker اللي راح يكون معنا اللي هو monsieur Abdallah Boudiaf. Alors monsieur Abdallah Boudiaf, il est doctorant en psychologie clinique, il est formateur dans plusieurs thématiques en lien avec la psychologie. Ou Tanit, il est animateur à l'association algérienne de recherche en psychologie. Donc il va traiter une thématique qui s'appelle Mon ennemi, les sentiments. Inch'Allah نحن نتعلموا بزاف منه. Donc j'espère que راهو هنا. Normalement, on est là. مرحبا بك. Ça va monsieur, vous allez bien? Ça va. J'espère que vous allez bien ce matin. Très bien, très bien. شكرا, merci d'avoir accepté notre invitation. ومرحبا بك معنا. Avec plaisir. Vous me voyez, vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, super. Ok, parfait. Bien le bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas me représenter, je vais juste dire que je m'appelle Abdallah. Normalement, ça va vous suffire largement. Alors, j'étais très content d'écouter tous les deux speakers qui m'ont précédé parce que, mine de rien, ça m'a été très bénéfique. Quand on ne connaît pas un domaine, malheureusement, quand on ne connaît pas un domaine, on a beaucoup de mythes. On a beaucoup de mythes sur ce domaine-là et on finit par faire des erreurs en croyant faire du bien. Donc, c'était vraiment bénéfique pour le côté, que ce soit pour le côté sport et activité physique ou que ce soit pour le côté alimentaire. Donc, merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous parler de quelque chose qui est de mon domaine. Donc, je vais vous parler beaucoup plus d'émotions plutôt que de sentiments. Bon, on ne va pas rentrer parce qu'il y a une différence entre émotion et sentiment. Bizarrement, on en parle très peu, mais il y a une très grande différence entre émotion et sentiment. Elle n'est pas aussi grande que ça, mais on ne va pas rentrer dans ça. Moi, on va plutôt réfléchir l'émotion parce qu'en 20 minutes, on ne peut pas vraiment faire un atelier sur les émotions. Donc, j'ai opté plutôt pour une réflexion sur les émotions pour qu'on puisse se remettre en question côté émotionnel. Alors, si vous observez juste autour de vous, vous allez remarquer que la majeure partie du temps, on est dans une société, et pas qu'en Algérie, hein, on est dans les sociétés modernes, donc dans les sociétés matérialistes qui ont une vision beaucoup plus individualiste. On est dans un paradoxe quant aux émotions. Donc, d'une part, on aimerait bien que tout le monde exprime ses émotions, donc on encourage les gens à exprimer ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent surtout. Mais en même temps, on qualifie les personnes qui expriment leurs sentiments ou pas leurs sentiments, leurs émotions, encore une fois, qui expriment leurs émotions, de drama queen, des personnes qui veulent faire le buzz, des personnes qui sont en train de dramatiser les choses, des personnes. Donc, on est d'un côté en train d'encourager, on te dit dans la vie de tous les jours, on te dit, mais exprime-toi, dis ce que tu ressens. Mais en même temps, si jamais tu dis ce que tu ressens, ça va créer des conflits. Et on a ce rapport un petit peu conflictuel aux émotions. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai nommé ma présentation Mes ennemis, les émotions, ou Mon ennemi, les émotions, ou l'émotion. Parce que beaucoup sont réellement en train de vivre leurs émotions comme un ennemi à combattre, souvent un ennemi à fuir, souvent un signe de faiblesse, souvent limite une erreur de fabrication pour certains. Et donc, dans la plupart des questions qui me viennent, et je peux vous assurer que chaque jour j'ai des questions qui ont un lien avec les émotions sur Messenger, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai préféré parler de ça cette fois, on se rend compte que les gens demandent souvent indirectement, si tu redis leurs questions, ils demandent indirectement comment je peux me débarrasser de mes émotions. Parce que comme j'ai dit, dans notre société maintenant, on commence à, pas que dans notre société, dans le monde matérialiste qui est en train de se développer autour de nous, on est en train de juger les émotions comme étant parfois un péché. Donc pour les hommes, un homme ça ne pleure pas, un homme ça ne doit pas paraître faible, un homme ça doit soutenir les gens. Parfois comme une faiblesse. Donc, une femme qui pleure, donc elle est faible, donc elle pleure parce qu'elle est faible. Si un homme exprime ses émotions beaucoup, on va dire de lui qu'il est efféminé, on va dire de lui qu'il est faible aussi. On va aussi penser que c'est quelque chose d'inutile, donc c'est quelque chose qu'on ne devrait pas vraiment écouter, quelque chose à laquelle on ne devrait pas réfléchir. Si tu vas mal, ben écoute, bosse encore plus, laisse le temps au temps et juste dépasse ça, pense à autre chose, occupe-toi, fais une activité. Mais donc, c'est quelque chose qu'on devra, en gros, ne pas trop centrer sur. C'est juste un truc qui est là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, mais bon, il est là, alors on l'ignore et c'est le petit cousin débile, quoi. On l'ignore, on est forcé de l'accepter, on est forcé de dire, OK, il y a une émotion, mais on l'ignore et on fait jamais attention à ça. Or, les émotions, s'ils sont là, c'est pour une raison. Rien n'existe juste comme ça. S'ils sont là, s'ils sont aussi présents dans nos relations, c'est pour une raison. Si vous avez
toute votre vie qui tourne autour des émotions. La majeure partie des conflits sont tournés autour des émotions. Les conflits relationnels, les conflits avec soi sont tournés autour des émotions, autour de ce qu'on ressent. Et pourtant, on essaie d'ignorer tout ce qu'on ressent tout le temps. Une émotion, malheureusement, pour qu'on explique un truc émotionnel, on va tomber dans le même piège de pourquoi on ignore les émotions. J'ai dit qu'on donne très peu d'importance à l'émotion parce que pour l'instant, c'est pas viable, quoique maintenant ça devient un principe marketeur, donc on est en train de parler d'intelligence émotionnelle. Mais jusqu'à présent, ça ne l'était pas. Jusqu'à présent, c'était quelque chose qui nous empêchait de produire, c'était quelque chose qui nous empêchait de travailler, c'était quelque chose qui nous empêchait d'être efficace, c'était quelque chose qui nous empêchait de faire plus. Et du coup, ça n'allait pas avec la logique matérialiste de notre époque. Et du coup, on devait juste les jeter. Or, si on veut comparer les émotions à quelque chose de matériel, vu qu'on parle beaucoup de matériel dans notre époque pour que ça puisse être plus clair, imaginez toutes les personnes qui ont des voitures ou qui ont été dans une voiture et donc qui connaissent le monde des voitures, ils savent qu'il y a toujours des voyants là. Il y a des voyants, il y a le truc d'essence, le truc du moteur, le truc. Et ces voyants-là, à chaque fois qu'il y a un problème, ça s'allume. À chaque fois qu'il y a un problème, ça s'allume. Une fois que ça s'allume, on se rend compte qu'il y a un problème avec la voiture et qu'il vaudrait mieux le régler parce qu'elle ne va pas pouvoir rouler comme il faudrait qu'elle roule pendant encore longtemps. Les sentiments et les émotions sont exactement la même chose. Quand il y a des émotions, c'est qu'elle est en train de nous indiquer quelque chose sur nos besoins de base. Donc, le besoin d'appartenance, le besoin de reconnaissance, le besoin de réalisation de soi, le besoin d'affirmation de soi. Elle est en train de nous indiquer quelque chose. Quand l'émotion est positive, elle est en train de nous indiquer que nos besoins de base ou un de nos besoins de base ou plusieurs sont bien réalisés. Quand elle est, on ne va pas dire mauvaise, mais quand elle est désagréable, parce qu'une émotion en soi, elle n'est ni mauvaise ni bonne. Une émotion, elle est vécue d'une manière agréable ou vécue d'une manière désagréable. Donc, quand elle est vécue d'une manière agréable, c'est souvent ça. Donc, elle est en train de nous indiquer que nos besoins fondamentaux, un ou plusieurs de nos besoins fondamentaux, sont bien pris en charge. Quand elle est désagréable, elle est en train de nous mentionner qu'il y a un ou plusieurs de nos besoins fondamentaux qui n'est pas forcément répondu ou auquel on ne répond pas forcément de la meilleure des manières. Donc, à chaque fois qu'il y a une émotion qui se déclenche en vous, une émotion de tristesse, et d'ailleurs on va y venir, une émotion de colère, une émotion de culpabilité, une émotion de joie. Toutes ces émotions-là, elles sont en train de vous indiquer dans votre système à vous, dans vos besoins à vous, où est-ce que vous en êtes. C'est un petit peu votre mise à jour qui vous dit à chaque fois, attention, dans cette relation, vous manquez de reconnaissance. Attention, dans cette relation, on est en train de vous reconnaître, donc vous êtes bien. Attention, dans cette relation, vous manquez de sentiment d'appartenance. Attention, dans cette relation, vous êtes bien en train de vous affirmer. Attention, dans cette relation, par contre, vous n'êtes pas en train de vous affirmer. Donc, les émotions nous communiquent un petit peu ce que nous sommes par rapport à l'autre, par rapport à cette relation. Et donc, les écouter est quelque chose de très important. Je reçois souvent plein de questions qui disent est-ce qu'on devrait suivre nos émotions? Une émotion, tu devrais la suivre, oui ou non, ça c'est une décision qui vient plus tard. Mais en tout cas, une émotion n'est jamais à ignorer. Une émotion est toujours quelque chose qu'on doit écouter. Après, quand tu l'écoutes, tu pourras après prendre la décision de la suivre ou tu pourras prendre la décision de ne pas la suivre. Mais l'essentiel, c'est de l'écouter. Il y a une règle très simple. Une émotion qui ne s'exprime pas s'imprime. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ce qui s'imprime, ça va durer dans la relation. Imaginons une situation lambda, moi, je vais rencontrer un pote. Allez, prenons, je ne sais pas, Mohamed. On prend un pote, je vais aller rencontrer Mohamed. Mohamed ne vient pas à ce rendez-vous-là. J'ai l'émotion de colère. Si j'exprime pas cette émotion, elle va s'imprimer en moi. Donc, à chaque fois que je vais rencontrer Mohamed, je garderai cette sensation d'une fois il m'a posé un lapin, il ne s'est même pas expliqué. Donc, ma relation va être définie en partie avec cette émotion. Et plus il va y avoir des émotions agréables ou désagréables dans cette relation que je ne vais pas exprimer, plus ça va s'imprimer dans la relation, plus ça décidera de comment moi je vais réagir à Mohamed. S'il m'a fait ça une, deux, trois fois, si je ne l'ai jamais exprimé et que ça s'est imprimé dans la relation, la quatrième fois qu'il le fait, peut-être qu'il ne fera pas un truc aussi grave, peut-être qu'il fera un truc bidon, mais de toute manière, il y a tellement d'émotions de colère en moi qui sont imprimées que je vais devoir réagir. Et quand je vais réagir, ma réaction sera démesurée par rapport au petit truc qu'il vient de faire. Et du coup, on sortira dans une relation où moi, je crois que je suis la victime parce que c'est moi qui ai supporté et tout ça. Et l'autre, il pense qu'il est la victime parce que lui aussi, il ne comprend pas ma réaction qui était démesurée par rapport à la chose en question. Autre chose, une émotion qu'on n'exprime pas et qui s'imprime. Donc, une émotion qui s'imprime, elle transpire.
Elle transpire dans les gestes, elle transpire dans les faits, elle transpire dans la manière de parler, elle transpire dans la manière de réagir à la personne. Donc, supposons que Mohamed m'a fait ça qu'une seule fois, mais quand même, j'ai imprimé ce sentiment de colère. Donc, je ne l'ai pas exprimé, je l'ai gardé pour moi. Je l'ai imprimé dans notre relation. À chaque fois que je vais lui parler, il y a ce sentiment qui va transpirer dans mes relations. Par exemple, je vais commencer à trouver barbant ce qu'il dit, alors que peut-être qu'il parle comme ça depuis très longtemps, mais ça ne m'a jamais dérangé. Je vais commencer moi aussi à faire des retards. Je vais commencer moi aussi à lui faire des remarques qui peuvent être neutres, mais où il y a un petit peu un côté désagréable. Je vais commencer à le regarder d'une manière avec laquelle je ne le regardais pas avant. Je vais commencer à prendre mes précautions avec lui, à prendre des précautions verbales ou de comportement avec lui. Donc, même si je me dis que je ne suis pas en colère, cette émotion-là va transpirer. Je vais commencer, et s'il m'appelle, s'il me demande un service, même si je peux le faire, je ne vais pas forcément l'accepter, alors que si c'était quelqu'un d'autre qui l'a fait, je l'aurais accepté. Donc, cette émotion va transpirer dans mes comportements avec lui et va compliquer d'autant plus la relation et va engendrer plus d'émotions qu'on va vivre d'une manière désagréable. Et c'est ça le côté le plus important, c'est que beaucoup, quand ils viennent se plaindre de leurs émotions, et franchement, c'est ça, c'est des plaintes de leurs émotions, alors que c'est une partie d'eux, alors que les émotions sont nos amis, c'est vraiment pas nos ennemis, c'est nos alliés, c'est des personnes qui nous disent attention, par exemple à moi, attention Abdallah, dans cette relation, tel besoin n'est pas complètement, en tout cas ta perception de tel besoin n'est pas complètement assouvie. Donc il faudrait discuter avec la personne. Attention, ta perception de tel besoin est complètement assouvie. Donc il faudrait remercier la personne, etc., etc., etc. Mais la plupart des personnes, quand ils viennent discuter leurs émotions, quand ils viennent se plaindre de leurs émotions, ils viennent s'en plaindre dans un contexte social. Et quand tu t'assois avec eux, tu les regardes, tu vois qu'on a malheureusement, en tout cas, toutes les personnes que j'ai vues, et j'en ai vu des personnes étrangères comme des personnes algériennes, on a une certaine immaturité émotionnelle. Tu as des personnes qui ont 30, 40 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, mais avec une maturité émotionnelle qui est bloquée à l'adolescence. Parce qu'ils ne restent jamais avec eux-mêmes pour questionner leurs émotions, parce qu'ils ne restent jamais pour dire, mais qu'est-ce qui m'énerve dans cette chose? Qu'est-ce qui me rend triste dans telle chose? Qu'est-ce qui me rend heureux dans telle chose? Alors que les gens d'habitude ne sont pas heureux pour ça, etc., etc. Parce que plus on écoute mes émotions, on ne parle pas de suivre, on parle d'écouter, plus on écoute nos émotions, plus on s'écoute, plus on comprend nos besoins, plus on comprend nos besoins, plus on peut exiger de l'autre ces besoins-là, plus on peut exiger des besoins précis, plus la relation peut être saine parce que la personne sait exactement ce qu'on attend d'elle et elle saura exactement ce que, et moi je pourrais savoir exactement ce que j'attends d'elle et elle de ce qu'elle attend de nous. Et donc, beaucoup de personnes dans les relations sociales, ils ont cette perception que pour que je sois disponible émotionnellement pour les autres, il faudrait que je me coupe de mes émotions à moi. Donc, je trouve des personnes qui sont très bien pour écouter tout le monde, pour conseiller tout le monde, surtout dans le volet émotionnel, ils écoutent, ils sont disponibles pour écouter les gens, mais eux, ils peuvent être, je suis entre guillemets, ils peuvent être dans le caca, mais ils ne vont jamais se poser la question, ils ne vont jamais être leur propre ami et être disponibles pour leur propre ressenti. Bien sûr, c'est plus facile d'écouter le ressenti d'autrui que d'écouter notre propre ressenti, mais quand même, il faut comprendre que si on veut être disponible aux émotions des autres, il faudrait d'abord par s'écouter soi-même. C'est la première règle en psycho. Enfin, la première règle, ce n'est pas une règle, mais c'est une des règles fondamentales de la psychologie. Avant de prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Il faut bien prendre soin de soi pour pouvoir bien prendre soin des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on enseigne à tous les psychologues. Donc, il y a beaucoup de personnes qui croient non, le mot croire n'existe pas, qui croient qu'on peut, pour écouter les autres, pour être disponible, il faut se couper de nos émotions. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les émotions sont un péché, qui pensent que c'est une faiblesse, et du coup, ils ne s'écoutent jamais. Ils finissent avec des grosses boules d'émotions comme ça, qui vont se dégager dans des situations d'une manière démesurée, ou qui ne vont pas se dégager dans ces situations-là, mais qui vont rester imprimées dans la personne et qui vont affecter sa relation à l'autre, et à force, sa relation à soi. Parce que même lui, après, il ne comprendra pas, lui ou elle ne comprendra pas pourquoi il est tout le temps en colère, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il est tout le temps triste, pourquoi il est tout le temps susceptible, pourquoi il est tout le temps telle ou telle ou telle chose. Et il y a aussi, c'est une métaphore qu'on donne, bah, personnellement j'aime bien la donner, c'est comme j'ai des amis, j'ai une amie particulière, je pense à elle quand je donne cet exemple-là, quand elle a envie d'éternuer, donc elle se bouche le nez et elle éternue pour ne pas faire de bruit. Et
ça bouche les oreilles. On pourra discuter sur la métaphore des oreilles après, mais c'est exactement ça ce que beaucoup de personnes font avec les émotions. Ils essayent de ne pas du tout les exprimer, de le bloquer, de ne pas les rendre visibles. Ça leur bouche les oreilles. C'est une métaphore à côté pour dire qu'après, la communication avec l'autre, elle va être tellement noyée dans son ressenti qu'elle ne sera pas forcément saine. Après, les émotions, il y a différentes émotions. Il n'y a pas encore un consensus, mais on est dans le total de 6 émotions. Bon, il y a quelqu'un qui s'appelle Robert Plutchik. Il a c'est une fleur comme ça, c'est une fleur des émotions, où lui, il parle de différentes émotions. Lui, il parle de 8, mais après, il y en a beaucoup plus. Ça, c'est les 8 ou les 6, c'est les émotions de base. Donc, on a la tristesse, le bonheur, on a la surprise et le dégoût, on a la peur et la colère. Politique, après, il ajoute l'anticipation, il ajoute la réalisation de soi. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ces émotions de base déjà, plein de personnes ne savent pas qu'une émotion peut être un mélange. Je peux être joyeux avec tristesse. Je peux être en colère avec joie. Je vais vous donner un exemple très simple. Récemment, j'ai eu un ami, mon meilleur ami, c'est quelqu'un de très très proche, qui m'a annoncé qu'il va quitter l'Algérie. Et donc, j'ai plein d'amis qui ont quitté l'Algérie, mais lui, c'est mon meilleur ami quand même. D'un côté, j'étais triste parce qu'il va quitter l'Algérie. D'un autre côté, j'étais heureux parce que je sais qu'il bloquait ici, qu'il s'il part ailleurs, il aura peut-être plus de chances de se réaliser, d'être épanoui. Donc, c'était de la tristesse avec joie ou de la joie triste. Mais c'était un mélange d'émotions et je devais apprendre à accepter les deux émotions pour réellement comprendre ce qui se passe. Et ça, ce que tout le monde ne fait pas, ou ce que peu de personnes font, ils restent sur leurs émotions, ils se posent des questions, ils s'écoutent. Ils écoutent leurs propres émotions. Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Est-ce que ce que je ressens est purement et 100% de la colère ou est-ce que c'est 100% de colère avec 10% de joie? Est-ce que c'est 100% de colère avec 20%, est-ce que c'est 80% de colère avec 20% de mépris, par exemple? Ou 20% de dégoût plutôt, etc. Donc, le fait est qu'on puisse identifier nos émotions, c'est la première étape pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse identifier nos besoins satisfaits, non satisfaits, pour qu'on puisse comprendre la logique avec laquelle on fonctionne et qu'on puisse donner ça aux partenaires qu'on a, donc partenaire amoureux ou partenaire amical, partenaire familial également, ou pour que la relation débute d'une manière saine. Parce qu'il y a aussi, on rencontre d'ailleurs souvent ça, j'ai plein de personnes qui viennent me parler de ça, mais des personnes, par exemple, après une rupture, ils sont tellement en colère contre leur ex, donc femme ou homme, et qui finissent par imprimer cette colère, qu'ils n'expriment jamais, et qui finissent par arriver à une époque où ils sortent avec quelqu'un d'autre, et tu as l'impression qu'ils sont en train de le faire punir les erreurs du précédent ou de la précédente. Donc, ils sont en train de prendre leurs précautions contre un danger qui était vécu, ou donc contre une émotion qui était vécue avec quelqu'un d'autre, mais ils sont en train de prendre leurs précautions avec cette personne-là. Et ça finit parfois par nuire à la relation, mais s'il y a une bonne communication, ça peut finir par se dépasser. Donc, ce que je suis en train de vous dire par tout ce que je suis en train de dire là sur les émotions, c'est qu'il est vraiment primordial d'apprendre à s'écouter. Le confinement est une chance énorme de se dire, ah tiens, je suis seul avec soi, je reprends mes plans de vie et je me dis, si je veux être sain dans mes relations, parce qu'une vie saine, c'est une vie saine côté alimentation, côté sportif, côté relation avec soi et côté relation avec les autres. Pour la relation avec soi et la relation avec les autres, on ne peut pas être en paix, on ne peut pas être dans une relation saine. C'est notre paix si on fuit nos émotions, si on mise dans nos émotions, si on est dans le rejet de l'émotion, ou si on fuit pas seulement les émotions, mais les émotions de tout le monde. Je crois que je vais me contenter de ça. Normalement, j'ai essayé de donner une idée globale. Avec les questions, on pourra aller un petit peu plus en profondeur. Merci beaucoup. C'est parfait. Merci à vous. Et je pense que vous êtes pile poil avec le chronomètre. 20 minutes. J'ai l'habitude. C'est mon 10e Lucky Stage. Parfait. Alors, merci pour cette présentation. C'était très enrichissant. Et Merci. on va voir les questions, s'il y en a. Ouais, j'imagine que oui. Le live à Facebook et aussi ici sur Zoom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Alors, première question. Comment faire quand on est coincé avec des émotions du passé? Euh, j'ai du mal avec le mot émotion du passé. L'événement peut se passer dans le passé, mais si l'émotion est là, c'est pas une émotion du passé, c'est une émotion du présent. Donc, oui, l'événement pourrait venir du passé, mais une émotion elle peut nous suivre pendant des années. Mais justement, si elle nous suit pendant des années, c'est qu'elle est imprimée, c'est qu'on l'a pas exprimée. C'est qu'on n'a pas pris le temps de l'identifier, qu'on n'a pas pris le temps de comprendre dans cet événement-là qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'on n'a pas pris le temps de décortiquer. Donc, par exemple, dans un événement, j'ai ressenti de la colère, de la tristesse, j'ai ressenti de la culpabilité ou de la joie. Et après, si je ne vais pas discuter ces émotions, si je ne vais pas les dire à haute voix, ne serait-ce qu'avec ma propre personne, si je ne vais pas les décortiquer, je vais me sentir mal parce que je ressens de la joie à cause d'un événement qui peut être tragique. Et donc, attention, désolé. Et donc on va finir par avoir cette émotion imprimée sur le dos, on ne comprend pas, ça va engendrer d'autres émotions et elle pourra s'accoupler avec d'autres émotions. Donc, cette colère-là pourra s'accoupler avec des colères dans des événements qui sont un petit peu pareils, quoi. Donc, l'idée, c'est comment je fais avec une émotion présente qui vient d'un événement du passé, c'est vraiment rester décortiquer ça pour voir dans cette émotion-là, avec la maturité que vous avez eue pendant cette période de séparation, donc avec l'événement, pour savoir ce qui est bien, ce qui est logique dans ce que vous êtes en train de ressentir, ce qui ne l'est pas, et dans ce qui est logique, ok, donc comment faire que l'impact, que ça ne déborde pas sur ma vie. Mais d'habitude, le simple fait de commencer à discuter une émotion, de commencer à la décortiquer, elle baisse d'un coup et elle devient moins encombrante. Parfait. Je pense que c'est très clair. Il y a une question. Alors, est-ce qu'il est vrai qu'il existe des personnes toxiques à notre morale? Si oui, comment doit être notre comportement avec ce genre de personnes? Euh, Moi, personnellement, je prends position quant aux personnes. La toxicité en psychologie, c'est un concept qui est encore très, très discuté. On entend beaucoup parler parce qu'il y a un fonds commercial derrière, donc comment guérir une personne toxique, comment éviter une personne toxique, comment faire. Donc il y a du marketing, il y a de l'argent à se faire derrière, c'est pour ça on entend beaucoup. Mais moi personnellement, je ne suis pas adepte du profil de dire une personne est toxique. Je suis pour une relation est toxique. Parce qu'une personne ne peut pas être toxique. La relation peut être toxique. Une personne peut être toxique avec toi, mais pas avec d'autres. Donc, ce n'est pas la personne qui est toxique, c'est votre relation entre deux qui est toxique. Donc, l'idée, s'il y a une relation qui est toxique, donc tes besoins ne sont pas répondus, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est si tu peux communiquer avec cette personne-là sur ton ressenti par rapport à la relation et dire que voilà, ce que je suis en train d'obtenir cette relation ne me convient pas ou me convient peu, ou il y en a beaucoup, par exemple. Ça peut être aussi comme ça que c'est vécu. Donc, si tu peux communiquer avec cette personne pour redéfinir la relation, pour partir vers une relation beaucoup plus saine. Si ce n'est pas le cas, parfois couper la relation peut être un truc sain pour soi. Parce que l'autre ne peut pas être forcément dans la discussion. Et comme j'ai dit, le problème parfois ne se pose pas forcément dans l'autre, ni dans vous d'ailleurs, mais dans le fait que vous et l'autre, vous êtes ensemble. Je ne sais plus quel philosophe disait ça, mais il disait l'homme est bon, mais les humains sont mauvais. Donc, l'être humain, quand il est seul, moi je suis bon, la dame elle est bonne, les speakers sont bons, mais quand on se met ensemble, on peut donner quelque chose de mauvais. Donc, essayez de discuter la relation, mais si jamais vous êtes conscient que ça ne mènera à rien, parfois il faudrait bien mettre des limites, parfois même couper, mais ok, mettre des limites ou couper complètement la relation pour partir vers des relations un petit peu plus saines pour vous. Parfait, merci beaucoup. Il y a tellement de questions que je ne sais pas comment choisir, comment je pourrais tout donner. Alors, il y a une question. Je pleure beaucoup, même sans raison. Comment contrôler ou éviter cela? Évitez cela, non. Déjà, parce que si vous pleurez, c'est qu'il y a une raison. On ne peut pas dire sans raison identifiée. Vous n'avez pas encore identifié la raison. Pleurer est une manière d'extérioriser des émotions. La joie, la peur parfois, la tristesse, c'est une manière de s'exprimer. C'est un moyen de communication. Donc,
l'idée, c'est pas d'arrêter ça. L'idée, c'est d'essayer d'explorer qu'est-ce que vous pleurez au juste. Ou en tout cas, cette manière de communication, cet outil de communication, vous l'utilisez pour transmettre quel message? Est-ce que vous l'utilisez parce que vous n'arrivez pas à trouver des mots? Dans ce cas-là, si vous voulez le contrôler, vous devez apprendre à verbaliser. Est-ce que vous l'utilisez parce que vous êtes stressé? Dans ce cas-là, il faudrait déstresser, donc il faudrait faire de la relaxation et travailler sur votre stress. Donc l'idée, c'est d'explorer cette tâche et de voir, elle renvoie à quoi pour pouvoir donner d'autres manières d'exprimer la chose qu'elle exprime. Donc, si c'est une émotion, faire en sorte qu'on peut apprendre pas seulement à pleurer, mais aussi à parler, mais aussi à se taire, mais aussi à prendre sa distance. Tout ça, c'est des outils de communication pour vider une chose. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que peut-être que vos larmes sont votre unique moyen, l'unique moyen que vous vous autorisez pour exprimer plusieurs types de messages. Vous dites que c'est très fréquent. Et donc, il faudrait s'outiller de plusieurs autres moyens. Il y a une métaphore très simple. Il dit que les عنده marteau, كل حاجة يشبه مسمار. Les عنده غير marteau, tout ce qu'il a c'est un marteau, tout ce qu'il voit, ça sera des clous, quoi. Donc, si votre seul outil, c'est les larmes, vous allez utiliser cet outil pour tout. Donc, diversifiez vos outils d'expression. J'espère que ça va aider. Merci beaucoup. Alors, une autre question du live sur Facebook. J'ai une question par rapport au sentiment de peur, au changement et au sentiment qui engendre par la suite la résistance à ces changements. Si vous pouvez me parler de ça. Alors, c'est très intéressant qu'il a dit sentiment et pas émotion. C'est très intéressant. Mais après, comment je vais vous expliquer ça d'une manière simple? Bon, écoutez, chaque personne dans sa vie, elle se crée. Vous savez, quand vous avez des jeux vidéo, les amateurs de jeux vidéo, vous avez une carte. Alors, chaque personne dans sa vie, quand elle grandit, avec son éducation, avec ses relations, avec ses amis, avec ses premiers amours, elle crée une carte du monde. Et dans sa carte du monde, elle donne une définition à chaque chose. Elle donne une définition. Donc, par exemple, si dans votre famille, votre papa, par exemple, bat votre maman. Donc, vous allez donner une définition. Quand on frappe, on aime. Et quand on aime, on frappe. Donc, ça, c'est votre carte du monde. De l'amour, elle dit ça. Quand vous avez, par exemple, le changement, vous allez, par exemple, quand tu vas explorer, je vais juste spéculer. Hein, tu vas trouver que cette personne, peut-être, elle a déménagé beaucoup. Peut-être que cette personne a eu des divorces à la maison. Peut-être que cette personne, donc, elle a eu des événements concernant le changement qui lui ont permis de faire une définition dans sa carte du monde que changement égale telle chose. Donc, changement égale danger, changement égale séparation, changement égale tristesse, changement égale telle ou telle ou telle ou telle chose. L'idée, c'est de prendre cette carte du monde, d'être conscient d'où on a obtenu cette définition et d'essayer de travailler pour comprendre, parce que juste le fait d'être conscient de ça, on va se rendre compte, mais en fait, ce n'est pas tout le temps dangereux. Ça peut être autrement que dangereux. Et d'essayer d'opter, ne serait-ce que d'aller une fois vers un changement en étant encadré, en étant dans un endroit sécur, pour essayer de redonner une deuxième définition à ce que c'est le changement. Mais grosso modo, on part toujours du même principe. On prend le phénomène, on essaye d'analyser d'où il vient pour comprendre pourquoi il est là. Et après, on essaie de trouver les alternatives qui peuvent le débloquer. Parce que ce phénomène-là, la carte du monde, elle est faite pour nous protéger, elle est faite pour nous sécuriser, pour nous dire voilà ce que vous savez, voilà ce que la vie vous a appris. Donc, juste, on explore ce que veut dire changement pour vous. On essaie de partir dans vos idées, de quoi vous avez peur exactement dans ce changement-là, si c'est la peur que vous avez. On explore ça. Une fois qu'on arrive à couper ce lien entre changement et l'émotion que vous avez, ou l'événement traumatique que vous avez, ou l'événement, il ne faut pas qu'il soit traumatique, et j'espère qu'il n'est pas traumatique, que vous avez, on peut commencer à redonner une nouvelle définition. J'espère que c'est un petit peu clair parce que c'est trop compliqué à expliquer. Je pense que c'est clair. Je vais essayer de combiner deux questions. Alors, la première dit comment se débarrasser du stress chronique et la deuxième est comment pouvoir gérer son stress émotionnel. Donc, c'est entre le stress chronique et émotionnel. Le stress n'est pas une émotion. Il n'y a pas de stress émotionnel. Stress, c'est une sensation. Après, il n'y a pas une recette pour dire pourquoi. D'habitude, c'est le même schéma qu'on fait. D'habitude, pour le stress, c'est souvent on part vers la relaxation.
On part souvent vers la relaxation pour le stress, mais parce que c'est un procès. On va vers la respiration, vers les exercices de respiration et vers la relaxation. Parce que le stress, il a un côté physiologique qui fait que quand vous êtes stressé, il y a votre corps qui croit que vous êtes en danger, vous êtes dans une situation inconfortable, donc votre cœur commence à battre, la circulation sanguine s'accélère, et donc il y a tout un processus de fuite qui s'active alors qu'il n'y a pas de danger. Donc, tout ce qui est exercice de respiration, tout ce qui est relaxation, ça va aider à diminuer ce stress-là. Mais l'idée toujours est d'essayer d'explorer qu'est-ce qui me stresse dans cette chose-là. Parce que si je suis stressé, c'est que je me sens quelque part en danger, c'est que quelque part je ne me sens pas en sécurité. Qu'est-ce qui me fait sentir ce sentiment-là? Qu'est-ce qui me donne l'émotion de la peur dans cette situation? Et donc, essayer de travailler sur ma perception de cette situation-là. Parce que parfois, il est vrai qu'il y a un danger là. Parfois, c'est juste ma perception de la situation qui fait que je me sens en danger. Si on rejoint la question précédente, si vous avez une définition dans votre carte du monde du changement comme étant quelque chose de dangereux, même si c'est pour partir de faire des études à l'étranger ou un truc du genre, où ça peut paraître un changement positif, mais vous, votre vécu de ce changement-là n'est pas le même qu'un observateur extérieur. Donc, vous allez sentir que c'est quelque chose qui est dangereux pour vous, donc vous allez stresser, vous ne saurez pas quoi faire, vous ne saurez pas d'où commencer, et le processus va commencer. Donc, l'idée, si vous voulez juste diminuer le stress, c'est d'aller vers les exercices de respiration, d'aller vers la relaxation. Il y en a des tonnes de vidéos sur YouTube. Mais si vous voulez vraiment prendre ça de la racine, l'idée, c'est d'essayer d'explorer seul ou de préférence avec un spécialiste, d'explorer les raisons de ce stress. D'accord. Merci bien. Il y a une question qui dit comment oublier quelqu'un qu'on a beaucoup aimé? Comment? Comment oublier quelqu'un qu'on a beaucoup aimé? L'idée avec les relations amoureuses, c'est que l'idée n'est pas d'oublier. Parce que cette question, ça me rappelle, moi je travaille beaucoup sur le deuil, ça me rappelle les questions des mamans quand elles me disent, mais moi je ne peux pas oublier le fils que je viens de perdre, je l'aime beaucoup. C'est exactement la même chose, comment oublier quelqu'un, donc la femme ou l'homme que j'ai aimé, comment faire pour l'oublier. L'idée dans un travail de deuil n'est pas d'oublier la personne, parce que la personne, si on l'a aimée, si elle a fait partie de notre vie pendant une période, donc on partage une histoire avec elle, donc il y a une partie de notre vie qui quand même se définit avec elle, se conjugue avec cette personne-là, et donc il n'y a pas moyen qu'on l'oublie, ça va toujours nous hanter. L'idée, c'est comment je peux me rappeler de la personne sans souffrir. L'idée n'est pas d'oublier, c'est comment me rappeler sans douleur, ou comment me rappeler avec le minimum de douleur possible. Ça, il y a plusieurs méthodes. La méthode classique, parce que là, il n'y a pas besoin de psychothérapie pour faire ça, la méthode classique, c'est il faut laisser le temps au temps. Il faut réellement laisser le temps au temps. Dire que voilà, j'ai envie de dire, même nos parents qui sont les personnes les plus chères à nous, quand on les perd, la première année, on va être triste, les premiers mois, on va être triste, la première année, on va l'être moins, et après, on se rappellera d'eux d'une période à une autre, on sera un petit peu triste, mais on reprendra notre vie normalement. Et ça, c'est des parents, genre, c'est des personnes avec qui on a vécu, les personnes les plus proches pour beaucoup d'entre nous. Donc, c'est la même chose avec une personne qu'on aime. La première chose, c'est juste se rendre compte que l'idée, c'est pas d'oublier la personne, parce que si on cherche à l'oublier, à chaque fois qu'on va se rappeler d'elle, on va culpabiliser, on va dire, oh, donc je n'arrive pas à l'oublier, et on va se remettre dans un état qui fera qu'on ne sera pas bien. L'oublier est impossible. La personne fait partie de notre passé. On ne va pas pouvoir l'oublier. L'idée, c'est, OK, comment je peux faire pour me réconcilier avec l'idée que cette personne ne fera plus partie de ma vie? Et dans ce cas-là, est-ce que je devrais faire de nouvelles rencontres? Est-ce que je devrais faire de nouvelles activités? Comment pouvoir faire ou mettre les sentiments que j'avais pour cette personne, comment les investir dans une activité, dans une personne, dans une relation, dans un projet de vie, peu importe. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Ne pas oublier, c'est plutôt comment se rappeler sans trop souffrir. Et après, comment investir le temps et l'émotion que j'avais vers cette personne-là dans d'autres activités. Et bien sûr, il faut laisser du temps au temps pour que le processus de deuil se fasse. J'espère que c'est clair. Oui, c'est clair. Si vous me permettez, j'ai une question personnelle. Non, pas personnelle, mais ça me concerne personnellement, si ça ne vous dérange pas. Je ne sais pas s'il y a parmi vous qui ont le même problème, mais j'ai un problème de phobie. Que pourriez-vous nous dire à propos de ce problème de phobie? Beaucoup de choses. Donc, quoi au juste? Des phobies, voilà, des fois, ça paraît insensé.
pour les autres, alors que pour nous, ça compte beaucoup, ça nous fait vraiment peur et les gens en fait n'arrivent pas à comprendre que c'est vraiment un truc qui nous fait peur, très peur. Ok, ok. Alors, je vais essayer de ratisser large pour essayer de donner le maximum de réponses parce que votre question, elle est quand même assez large. Il y a une différence majeure entre une phobie et une peur. On peut avoir peur de quelque chose. Une phobie, c'est une peur irrationnelle de quelque chose qui, à la base, ne fait pas peur. Mais si la chose fait peur, là, c'est une peur. Là, c'est une peur qui vient encore, on revient à notre carte du monde, notre perception de cette chose-là. Est-ce qu'on a eu une expérience avec elle, pas, etc., etc. Une phobie, c'est une peur irrationnelle de quelque chose. Et cette peur, elle est caractérisée par des symptômes. Genre, on est tétanisé, on perd tout contrôle, on s'arrête. Et parfois, surtout dans ce qui concerne une phobie, parfois, on a par exemple des phobies des chats, des phobies du sable, des phobies sociales, donc des phobies qui font que la personne qui est externe ne comprend pas forcément comment nous, on peut avoir peur de cette chose parce que, comme j'ai dit, une phobie, c'est une peur irrationnelle. Donc, ils ne comprennent pas forcément comment tu peux avoir peur d'un chat. Et l'idée, c'est qu'il y a deux réalités. Dans la vie, il y a deux réalités. Il y a quelque chose qu'on appelle la réalité réelle, donc ce qui se passe dehors. Il y a ce qu'on appelle la réalité psychique. La réalité psychique, c'est comment moi, je vis ce qui se passe dehors. Les personnes, ils essayent beaucoup de rester sur la réalité réelle. Or, le problème parfois se passe sur ma réalité psychique. Dans la réalité réelle, cette chose-là ne fait pas peur, mais dans ma réalité psychique, à moi, elle fait très peur. Et une phobie, comment on fait? On la traite tout simplement. Une phobie, on passe en thérapie comportementale et cognitive parce que c'est lié avec c'est un lien entre des idées, des émotions et une expérience avec cette chose-là. Et donc, l'idée, c'est de prendre en charge tout ça, de redonner une définition à la chose, de travailler. On utilise beaucoup la désensibilisation progressive. Donc, vous allez voir, si jamais vous allez aller en prise en charge, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ce que je dis, une phobie, c'est une pathologie. C'est comme l'allergie, quoi. Et donc, il faut une prise en charge pour pouvoir dépasser ça, parce que c'est très rare qu'on puisse dépasser une phobie tout seul. Donc, l'idée, c'est d'aller vers un spécialiste. Normalement, une phobie, c'est entre 12 et 14 séances de prise en charge, mais ça se prend en charge. Ça se prend en charge et ça se fait d'une manière assez efficace, d'ailleurs. Donc, c'est une pathologie, c'est comme l'allergie. Et il suffit juste d'aller consulter pour la prendre en charge, si bien sûr cette phobie est vraiment handicapante. Parce qu'il y a des personnes qui ont des phobies, mais elles ne sont pas vraiment très handicapantes pour eux, donc ils vivent avec. Parfait. Je vous remercie. Donc voilà, c'était la dernière question. Je remercie tout le monde d'avoir participé avec vos questions. Je remercie les professeurs et aussi donc les professeurs et les enseignants et aussi nos chers speakers. Merci pour les informations partagées. C'était très enrichissant et je ne suis pas la seule à le dire. Les commentaires, c'est déjà dit. Avant de partir, je vais vous demander un truc. Si vous êtes intéressé, une photo de groupe, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais vous pouvez activer la cam, une capture d'écran. On va essayer du moins, et comme ça, on pourra garder un souvenir de cet événement. Donc, est-ce que ça vous parle? Activez vos les commentaires, activez vos caméras et on va faire la capture d'écran. Normalement, vous êtes d'accord. Ok. C'est qui prend la photo, Lina? C'est moi, La Vicky fondateur, Strange. voilà. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, je vois des gens qui activent la caméra. Il y a des gens qui ont mis taco. Ok. 1, 2, 3. Cheese. Est-ce que c'est bon? On peut la refaire. Oui, d'accord. Parce que nous 5 ou la 3. Hein. C'est bon, merci. Très bien, merci.
merci à vous. ما تنساوش باللي غدوة تاني تقدروا تلقاونا في le live تاع Facebook. Il y aura تاني 3 speakers dans les mêmes thèmes, on va dire, avec des sujets تاني très intéressants. Donc, le programme, il y aura Melaska Jalil qui va parler de la perte de gras, il y aura Monsieur Aïssou Yahya et Lahaj Amel. Donc, les يقدروا في Zoom, tant mieux. Les ما قدروش تلقاونا في live تاع Facebook. On se voit غدوة إن شاء الله à 19h في la même page. ما تنساوناش. À demain إن شاء الله. Au revoir.